Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 24 décembre 2021. Je vous souhaite donc à tous un bon Noël et de belles fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous dire que la revue de presse fait une petite pause, elle aussi, et reviendra le vendredi 7 janvier. En attendant, au sommaire de cette semaine, 5 articles. Meta détaille les tendances sociales du commerce pour 2022 et au-delà, à lire sur e-commerce mag. La RSE, un enjeu d'impact et de perception, à lire sur e-marketing.fr. E-commerce, l'économie circulaire sera-t-elle la nouvelle norme, à lire sur French Web. Sotheby's a connu une année record marquée par son incursion dans les NFT, à lire sur siècledigital.fr. Et enfin, Jean Casgrain, CEO de Longchamp, je suis totalement agnostique en termes de canal de vente, à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un dernier message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Meta détaille les tendances sociales du commerce pour 2022 et au-delà, à lire sur e-commercemag.fr en date du 17 décembre. Meta, donc ex-Facebook, a présenté les tendances sociales impactantes pour l'avenir du commerce et du marketing en 2022 et au-delà. Plusieurs responsables du groupe, dont la directrice retail et e-commerce Beth Horn, ont développé les innovations sur lesquelles les marques peuvent, selon lui, s'appuyer pour développer les ventes. Le métaverse est une opportunité pour les marques qui vont pouvoir y créer des espaces qui renforcent l'engagement. Il faut l'expérimenter dès le début, a assuré Nicolas Mendelson, VP Global Business Group de Meta, lors d'une conférence de presse en ligne pour la région IMA, mardi 14 décembre, sur les tendances sociales pour l'avenir du commerce et du marketing pour 2022 et au-delà. Bien avant que ce nouvel horizon ne devienne une réalité, les applications développées par le groupe, Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, accompagnent l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs. Le consommateur ne va plus faire ses courses, mais il achète au fil de manière continue.
Nous sommes passés du e-commerce où le consommateur découvre les produits à l'ère du discovery commerce où les produits trouvent leur cible, a détaillé Beth Horn, directrice retail et e-commerce de Meta à Londres. Internet et les réseaux sociaux sont devenus des lieux de découverte de nouvelles marques et de nouveaux produits. Selon les chiffres cités par la responsable retail e-commerce, 66% des consommateurs ont fait l'expérience sur les plateformes du groupe. Et si 40% n'étaient pas spécialement prédisposés à faire du shopping à ce moment-là, 82% de ceux qui fréquentent ces plateformes chaque semaine ont finalement acheté des articles de mode, beauté, ameublement ou high-tech, a fait valoir le groupe. Au-delà d'être un espace où diffuser de la publicité, Meta veut créer des parcours consommateurs personnalisés et sans couture dans lesquels il devient facile de découvrir un produit, se renseigner sur ses fonctionnalités, décider de l'acheter, de le payer et de le recevoir sur le pas de leur porte, résume Beth Horn. Pour aider les marques à toucher de nouveaux clients et à augmenter leurs ventes, Meta les encourage à adopter plusieurs fonctionnalités déjà activables au sein de la famille d'applications du groupe, notamment Facebook et Instagram. Proposer des tags sur des produits pour encourager à l'achat au moment de la découverte du produit, diffuser des publicités avec des produits tagués pour aider à leur découverte sur une grande échelle, améliorer l'expérience client grâce à la personnalisation de boutiques au sein des plateformes sociales qui deviendront des destinations shopping à part entière sur lesquelles les utilisateurs commenceront et poursuivront leur parcours de découverte et d'achat sans quitter l'application. Intégrer une fonctionnalité de paiement pour permettre de finaliser l'achat sans quitter Facebook ou Instagram. Ajouter des cartes pour signaler les magasins physiques à proximité et créer une nouvelle opportunité de découverte. Le métaverse est déjà une réalité. À plus long terme, Meta estime que la réalité augmentée et la réalité virtuelle permettront de créer de nouvelles expériences et même de réinventer l'expérience du shopping. Certaines marques en font déjà l'expérience, comme Made.com, qui a multiplié par 2,5 son taux de conversion grâce à une solution de réalité augmentée qui permettait de voir un produit dans son propre environnement. Adidas a aussi recours à la réalité augmentée et crée un avatar du basketteur James Harden qui intervient dans des vidéos pour promouvoir des produits, des entertainment, des challenges. La créativité sera clé sur le métaverse. Adidas est un bon exemple de ce qu'il est possible de faire et de monétiser, a affirmé Kathleen Ryan, VP Creative Shop du groupe. La RSE, un enjeu d'impact et de perception. Tribune à lire sur e-marketing.fr en date du 21 décembre. Pas un jour ne passe sans qu'il soit rappelé aux chefs d'entreprise que la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de leur entreprise doit être un enjeu majeur de leur stratégie. Des attentes pour toujours plus d'impact. Plus que jamais, le chef d'entreprise doit se financer et sous la pression des investisseurs, des marchés et des banques qui scrutent de plus en plus ce qu'il fait en matière de RSE. Pour démontrer que ses intentions sont louables et pour répondre aux attentes de transparence, il engage ses équipes à mettre en place des reportings extra-financiers. Avec en corollaire la nécessité de produire et traiter de plus en plus d'indicateurs dits ESG, environnement, social et gouvernance, non sans parfois une dose de confusion liée à la multiplicité des indicateurs et au risque de ne pouvoir toujours les comparer entre eux. La mission récemment confiée à l'EFRAG par la Commission européenne devrait permettre de bénéficier d'un référentiel partagé pour les informations extra-financières, un enjeu important de clarification. Mais l'enjeu n'est pas simplement financier et va au-delà des sujets de financement et de bonne gouvernance. Il est bien évidemment commercial et social. 60% des consommateurs préfèrent acheter des marques avec qui ils ont un objectif commun qui reflète leurs valeurs personnelles. 60% encore des consommateurs décident en fonction des valeurs éthiques et de l'authenticité d'une entreprise. Ce sont sans doute les mêmes. 52% des consommateurs français associant une bonne responsabilité sociale à une marque se disent plus enclins à en devenir clients. La pression vient également des collaborateurs. Selon une étude récente, plus de 76% des jeunes, l'un des critères les plus importants pour leur futur emploi est qu'ils soient en phase avec leurs valeurs. Le citoyen client, le citoyen collaborateur sont en quête de sens social et sociétal. Et ils regardent tous deux ce qui les fait pour l'autre.
Ainsi, 77% des consommateurs estiment que la qualité de vie au travail impacte la qualité de service. Il devient donc primordial, au-delà des indicateurs extra-financiers classiques et de la mesure de l'impact de ces actions, que les chefs d'entreprise soient en mesure d'évaluer la perception qu'en ont les collaborateurs et les clients. Sans une perception positive, point de salut. À ce titre, le baromètre 2022 de la symétrie et attention que nous publions se révèle instructif. Il nous livre 3 enseignements utiles aux dirigeants d'entreprise. Premier enseignement, l'engagement environnemental des entreprises peine encore à créer le consensus chez les clients et les collaborateurs. Très clairement, clients et collaborateurs jugent que les entreprises n'en font pas assez en matière d'environnement. Seuls 32% des clients considèrent que l'entreprise leur propose des produits et des services respectueux de l'environnement et un petit 46% des collaborateurs indiquent que leur entreprise propose des produits ou des services élaborés en prenant en compte la protection de l'environnement et de la biodiversité. Deuxième enseignement, à l'heure de l'entreprise à mission, les clients ne perçoivent pas les valeurs sur lesquelles les entreprises fondent leur action. Certes, les valeurs revendiquées par les entreprises suscitent une adhésion, mais une adhésion de leurs seuls collaborateurs est peu ressentie par leurs clients. En règle générale, seuls 35% des clients considèrent que l'entreprise s'appuie sur des valeurs fortes pour agir, contre 54% des collaborateurs de ces mêmes entreprises. Cette question est clé. Si 60% des consommateurs préfèrent des marques qui reflètent leurs valeurs personnelles. Troisième enseignement, l'engagement des entreprises sur le pilier social de la RSE est scruté par les clients et impacte le regard croisé que clients et collaborateurs peuvent avoir de l'entreprise. Le client sera, par exemple, sensible à la façon dont sont traités les collaborateurs, et ce d'autant plus qu'il pressent qu'un meilleur management induit un meilleur service client. À ce titre, la perception par le client de l'autonomie du collaborateur peut être pour lui révélatrice de la capacité de l'entreprise à valoriser et responsabiliser ses ressources humaines. À la question « les personnes au contact du client ont l'autonomie nécessaire pour rendre le meilleur service », seuls 41% des clients répondent « oui ». Dans le domaine et presque sans surprise, 2 secteurs économiques font figure de lanterne rouge, la téléphonie et le transport de personnes à 35%, alors que la restauration est en tête de classement à 50%. À la croisée des engagements, la RSE permet à l'entreprise de toujours mieux s'engager sur la prise en compte de l'impact réel de son activité sur le développement économique, social et sur l'environnement. Plus que jamais, le chef d'entreprise, sous la pression des investisseurs et des marchés, des banques, des clients et des collaborateurs, a besoin d'instruments de mesure stabilisés et incontestables lui permettant de piloter mieux sa RSE et l'efficacité de ses actions. Les indicateurs ESG lui procurent une mesure bien souvent réelle de l'impact de l'activité de l'entreprise. Mais il ne peut pas se passer d'évaluer la perception croisée des clients et des collaborateurs sur son impact, ni se passer d'évaluer sa capacité à engager ses collaborateurs, à contribuer à leur épanouissement. Nous sommes la première génération de dirigeants qui ne peuvent pas dire que nous ne savions pas. Nous sommes également la dernière génération capable de réaliser un changement. La déclaration de Douglas Lamont, PDG d'Innocent Drinks, souligne sans doute en premier lieu la nécessité d'engagement du monde de l'entreprise au service des enjeux environnementaux. Les clients et les collaborateurs nous rappellent que les attentes sont bien sur tous les enjeux sociétaux, économiques et éthiques. Made in Océan Indien, e-commerce, l'économie circulaire sera-t-elle la nouvelle norme ? Nous partons donc un peu plus loin que la France. À lire sur franchweb.fr en date du 17 décembre. La Déchetech est une marketplace internet fraîchement inaugurée, entièrement dédiée à la valorisation des matériaux par la réutilisation. Il s'agit d'un guichet unique sur lequel le public, aussi bien privé que professionnel, peut acheter et vendre des matériaux de seconde main. En résumé, cet outil est une plateforme dont la vocation est de permettre à chacun d'adopter le réflexe circulaire et de devenir acteur de l'économie circulaire à Maurice. Stéphanie Bouloc, la fondatrice, en parle avec passion et conviction. La Déchetech, une plateforme qui connecte les communautés.
C'est à la suite d'un double constat que la Déchetech a vu le jour dans l'esprit de Stéphanie Bouloc. Premièrement, jusqu'ici, il n'existait aucun outil et espace tangible et facilement accessible afin que les ONG, habitants et compagnies du pays puissent revendre ou acheter des matériaux réutilisables. Si les commerces traditionnels ne sont naturellement pas enclins à proposer des produits de seconde main, en réalité, ces matériaux sont bien là, tantôt oubliés par les entreprises dans les garages ou les cours des particuliers, et plus alarmant, tantôt abandonnés sur des dépôts sauvages dans les gorges. Deuxièmement, Marée Chicose, le centre d'enfouissement principal du pays, est arrivé à saturation, une situation préoccupante à laquelle s'ajoute une gestion de déchets qui nécessite d'être revue, situation qui concerne aussi bien Maurice que la très grande majorité des autres nations à travers la planète. Pour Stéphanie Bouloc, c'était une évidence. Il fallait créer une solution afin de connecter deux mondes. D'un côté, les possesseurs de gisements de matériaux et de l'autre, ceux qui en sont spécifiquement ou pas à la recherche. Mais qu'appelle-t-on matériaux valorisables ? Pragmatique, l'économie circulaire ne promet pas monts et merveilles, mais des actions concrètes éloignées de celles plus consuméristes de l'économie linéaire. En ce qui concerne les matériaux réutilisables, de chute afin qu'ils ne deviennent pas un déchet. On peut le valoriser de plusieurs façons, mais la Déchetech valorise par la réutilisation, le réemploi. Elle permet également d'engranger une démarche responsable en livrant, par exemple, des chiffres sur les matériaux les plus demandés, explique Stéphanie Bouloc. Business Mauritius a lancé son club d'entrepreneurs de l'économie circulaire et a déterminé 13 filières de matériaux en vue de préparer à la REP, responsabilité élargie du producteur, jusqu'ici inexistante à Maurice. La Déchetech vient compléter cette action par un outil concret d'action utilisable et disponible au quotidien par les consommateurs. Une marketplace qui repose sur une expertise solide. Si la création de la Déchetech repose sur des faits concrets, elle s'appuie également sur des connaissances solides en matière d'économie circulaire, secteur sur lequel Stéphanie Bouloc possède 15 ans d'expérience. Passionnée par le développement durable, l'évolution, l'éducation et l'implication des communautés, elle est à l'origine de plusieurs recycleries en France. Ses convictions lui ont d'ailleurs valu la première place de l'édition 2020 du Climate Launchpad, plus grand concours au monde dédié aux idées d'entreprises vertes avec des solutions pour réduire l'impact carbone. Modeste, elle continue à apprécier son succès, tant les projets à mes côtés étaient révolutionnaires et technologiques, explique-t-elle. Quant à la Déchetech, elle décrit la marketplace comme étant un engagement personnel. Elle est au bout du projet et a concrétisé sous forme de start-up pour répondre à l'intérêt suscité par le jury, les entreprises et les artistes rencontrés en amont. Une plateforme mûrement réfléchie. La Déchetech a été conçue pour être facilement accessible et utilisable par le public. Celui-ci peut s'y connecter en tant qu'utilisateur-vendeur ou utilisateur acheteur, ou alors tout simplement voir les produits disponibles sur la plateforme avant de s'y inscrire s'ils souhaitent vendre ou acheter. L'utilisation de la marketplace est gratuite pour les particuliers, tandis que les entreprises sont soumises à une souscription d'accès annuel, mais dans tous les cas, s'agissant d'une communauté, les transactions sont possibles après une simple inscription. L'économie circulaire New Normal dans un futur proche. La viabilité économique du réemploi est une condition sine qua non pour sa généralisation. Ce format économique a-t-il les reins suffisamment solides pour devenir une alternative à sa version linéaire ? Si la réponse n'est pas si simple à trouver, de plus en plus d'initiatives communautaires, locales, de start-up, d'entreprises mauriciennes et étrangères tournées vers l'économie circulaire se font connaître à l'île Maurice. À tel point que la Déchetech se permet d'avoir une vision plus large, celle de devenir une vitrine reconnue en matière de gisement de matériaux, aussi bien à Maurice mais également dans l'océan Indien, qui souffrent de problématiques similaires. Stéphanie Bouloc veut que la Déchetech se développe comme un lieu d'information, de partage, de ressources, d'expertise, d'inspiration, de collaboration et d'expérience autour de l'économie circulaire. Sotheby's a connu une année record marquée par son incursion dans les NFT, à lire sur siècledigital.fr en date du 23 décembre.
Malgré ses 277 ans, Sotheby's, la plus grande maison de vente aux enchères au monde, ne s'est jamais aussi bien portée. Poussée par la pandémie et la fermeture des lieux physiques, la maison a dû se réinventer et investir dans le numérique pour soutenir sa croissance. Un pari qui s'est avéré payant, permettant à la société de conserver son leadership tout en rajeunissant sa clientèle. Sotheby's attire de nouveaux clients. La pandémie n'a visiblement pas atteint l'appétit des collectionneurs puisque la maison de vente aux enchères Sotheby's a signé une année record avec 7,3 milliards de dollars de ventes, en hausse de 71% sur 2020 et même de 26% par rapport à 2019. Sur ce total, les ventes aux enchères ont réalisé 6 milliards de dollars et les ventes privées 1,3 milliard. Alors que l'année 2020 avait été marquée par la pandémie, les maisons d'enchères ont cherché à innover et à investir le numérique pour maintenir leurs ventes. Résultat, des ventes en forte hausse et un nouveau public, la société indiquant que 39% des acheteurs sont nouveaux en 2021. Le pouvoir d'attraction des NFT. Sotheby's s'est surtout fait remarquer cette année pour la percée dans l'univers des NFT, ou jetons non fongibles, des certificats d'authenticité associés à un objet virtuel. Sotheby's Metaverse, sa place de marché dédiée aux NFT, a contribué à attirer une nouvelle clientèle et à la rajeunir. 78% des enchérisseurs NFT étaient nouveaux chez Sotheby's et plus de la moitié avaient moins de 40 ans, d'après le rapport de la société. Bien que pesant encore peu dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, les NFT ont permis d'enregistrer 100 millions de dollars de ventes dans cette nouvelle catégorie, les nouveaux enchérisseurs affluant dans sa galerie virtuelle Decentraland. Sotheby's a fait son entrée sur ce nouveau marché en avril avec sa première vente réalisée en collaboration avec le créateur numérique PAC. Une vente de 3 jours d'une collection connue sous le nom de Fungible a généré 16,8 millions de dollars. Parmi ses autres ventes notables, un lot de NFT, Bored Ape Yacht Club, a atteint 24,4 millions de dollars. En juin dernier, elle a également vendu le code source du web pour 5,4 millions de dollars. Les milliardaires français à la manœuvre. Les NFT semblent être un nouveau champ de bataille pour les maisons d'enchères. Christie's, la seconde plus grande maison d'enchères, propriété de François Pinault, s'est aussi fait remarquer avec sa première vente d'une œuvre 100% numérique en mars 2021. L'artiste Beeple a vendu son œuvre Everyday, The First 5000 Days, pour 69,3 millions de dollars. Plus récemment, elle a également mis aux enchères la première page de Wikipédia pour 750 000 dollars. Pour permettre à Sotheby's de poursuivre cette dynamique et conserver son leadership, son propriétaire, Patrick Drahi, autre grand milliardaire français, prépare actuellement son introduction en bourse. La bataille ne fait que commencer. Jean Casgrain, CEO de Longchamp, je suis totalement agnostique en termes de canal de vente. À lire sur e-commercemag.fr en date du 17 décembre. Pas moins de 1300 points de vente, dont 300 en propre, plus de points de vente en ligne. Comment la crise du Covid a-t-elle modifié les ratios entre on et offline au sein de votre entreprise ? La crise sanitaire a accéléré la transformation digitale. Globalement, dans le monde, nos ventes en ligne ont triplé en 2021 par rapport à 2019. Il s'agit d'une très forte accélération. Les ventes en ligne nous ont permis de maintenir un lien, un canal d'achat ouvert pour nos clients à des moments où tout était fermé. Alors que depuis 2020 se succèdent les épisodes d'ouverture et de fermeture qui ne sont pas toujours au même moment selon les pays, l'e-commerce nous a permis, malgré ces difficultés, de maintenir un niveau de vente partout dans le monde. Pour autant, quand les magasins ouvrent, les clients repartent-ils vers les points de vente ? On se rend compte que les consommateurs continuent à acheter beaucoup en ligne. En Europe, les magasins physiques ont rouvert, mais les chiffres d'affaires de la vente en ligne continuent de progresser à des rythmes soutenus. Je crois que les confinements ont poussé les clients à découvrir et à étendre leurs pratiques de l'achat en ligne à de nouveaux segments. Comment abordez-vous vos différents marchés ? Les Françaises sont notre première clientèle. Notre marque, née en 1948, reste dans cet esprit français et parisien. Or, l'image de la Parisienne fait rêver beaucoup de femmes dans le monde. Après les Françaises, notre deuxième marché est la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre. En termes de vente en ligne, les pays ne sont pas tous au même degré de maturité. Les plus avancés sont probablement les Américains, les Anglais et en Asie, les Chinois et les Coréens. Un mot de vos résultats et de vos ambitions sur l'année 2022 et à plus long terme.
Nous ne prévoyons pas de retour à la normale rapide et pour 2022, nous avons des prévisions prudentes dans le contexte actuel. Le canal des le canal des points de vente physiques continue en effet à souffrir. Longchamp a une image qui est fortement associée au voyage et nos produits sont beaucoup achetés dans les aéroports à ce jour. Beaucoup de ces magasins commencent seulement à rouvrir et la reprise prend du temps. En revanche, notre marque se développe très fortement sur les clientèles locales. À quel rythme votre activité dédiée à l'e-commerce se développe-t-elle ? Est-ce un canal stratégique selon vous ? Nous investissons beaucoup dans l'e-commerce car nous pensons que dans les années à venir, la croissance de nos ventes en ligne continuera d'être supérieure à la croissance de nos ventes dans les magasins physiques. Cela étant, je suis totalement agnostique en termes de canal de vente. J'ai comme conviction que notre rôle de marque est de donner accès aux produits de la façon qui convient le mieux à nos clients. En 2019, nous avons lancé une nouvelle version du site totalement repensée et pendant l'année 2020, nous avons fait le roll-out, le déploiement à de nouveaux utilisateurs de la plateforme. Nous vendons maintenant en e-commerce dans de nombreux pays, une vingtaine, et chaque site est opéré dans la langue du pays avec un service consommateur local, une politique tarifaire adaptée. Sur quel type de service innovant travaillez-vous ? Nous avons mis l'accent en 2020 sur le développement de fonctions omnicanales qui viennent un peu brouiller les frontières entre l'expérience online et l'expérience vécue en magasin. Ainsi, dans certains pays, en Europe et aux États-Unis notamment, nous utilisons une application qui permet à nos vendeurs en magasin de prendre les demandes de chat de clients du site internet. Nous estimons que les personnes les mieux qualifiées pour répondre à une question sur un produit sont vraiment les vendeurs en magasin. Ce sont nos meilleurs experts. De plus, ils peuvent avoir le smartphone dans une main et le produit devant eux. Cela demande un peu d'organisation. Certains vendeurs sont très intéressés et sont volontaires. La difficulté est d'orchestrer ces échanges avec les clients qui sont physiquement dans les points de vente, mais globalement l'expérience est plutôt positive. Quels autres services omnicanaux développez-vous ? Désormais, les acheteurs en ligne ont accès au stock de toutes nos boutiques. Et en fin de saison, quand certains magasins peuvent faire face à des ruptures, le client qui est à Perpignan, par exemple, peut recevoir son produit expédié par la boutique de Strasbourg sans qu'il s'en aperçoive. Nous implémentons également cette année le Store to Web qui va permettre, à l'inverse, quand on est en magasin, de faire une commande sur le web et de se faire livrer à domicile ou en magasin. Les scénarios sont relativement complexes à organiser, mais ils permettent de ne pas rater les opportunités de vente. Enfin, nous croyons depuis longtemps aux fonctionnalités de personnalisation des produits. Nous avons lancé le service My Pliage qui permet de personnaliser son sac en ligne depuis 2003. Nous allons bientôt fêter les 20 ans de ce service de personnalisation. Nous étions précurseurs sur le sujet et nous avons même commencé la vente en ligne par cela, car à l'époque, il y a 20 ans, nous voulions inventer un produit qui ne serait pas en concurrence avec les réseaux physiques. La beauté d'Internet en ce cas est d'instaurer un dialogue direct entre le client chez lui et l'atelier de fabrication. La maison Longchamp prend des engagements forts sur l'économie durable et met en place un projet RSE ambitieux. Comment cela se traduit-il ? Nous avons en effet donné un peu plus de visibilité à ces engagements, mais le sujet est inscrit dans notre ADN de longue date. Nous sommes un fabricant et nous sommes reliés aux matières, à la physicalité des produits. Nos ateliers sont situés dans l'ouest de la France et cet esprit d'atelier marque notre culture interne. Par exemple, en atelier, personne n'aime gaspiller. C'est un état d'esprit propre aux artisans. Actuellement, nous réparons quantité de produits, mais nous l'avons toujours fait. C'est devenu très à la mode, mais il y a une période où c'était difficile de convaincre les gens de faire réparer leur article. Pour autant, cela est inscrit dans notre culture depuis longtemps. Autre engagement fort, nous avons pris la décision de changer le mode de fabrication de notre gamme pliage. Nous utilisons désormais des polyamides recyclés. C'est très significatif car ce sont des produits à gros volume. Il s'agit donc d'un véritable projet industriel. Toute la difficulté consiste à passer du polyamide vierge au polyamide recyclé sans que personne ne puisse voir la différence. Cela fait partie de nos engagements forts pour une économie plus durable. Quelles grandes évolutions percevez-vous dans les habitudes de consommation de vos clients ? On constate un bruit de fond qui reste quand même assez présent. Mon point de vue est que notre responsabilité de marque, la raison pour laquelle les consommateurs nous achètent, nous préfèrent, c'est qu'ils nous font confiance. À mon sens, la confiance est le ressort principal de l'existence d'une marque. Ce contrat va de plus en plus inclure désormais les dimensions de responsabilité sociale et environnementale. Cela va devenir un prérequis attendu par les consommateurs. Pour notre part, nous nous mettons en position de pouvoir répondre aux questions que l'on nous pose et d'être fiers des réponses que nous apportons.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.